salut tout le monde. Je suis extrêmement content d'être là ce soir. Après le Covid et tout, ça fait plaisir de voir des têtes. Moi, avant, j'étais à Paris. Je suis du coup, très récemment arrivé à Nantes. Donc, je suis très content de faire ce meet-up à Nantes avec vous. Premier slide, déjà, on voit pas mal de buzzwords, hein. Redux, SwiftUI. Alors, pour moi, c'est l'intime conviction que c'est un peu l'avenir qui va se présenter pour nous en développement iOS. SwiftUI, vraiment, j'ai commencé à tester, à mettre les mains dedans. En termes de connectivité, ça change tout. Et Redux, c'est déjà un sujet vraiment sur lequel j'étudie depuis même UIKit. Et là, avec Cheers, donc les actuels, on s'est vraiment lancé dedans et ça va plutôt dépoter, je pense. Donc, je vais vous parler de tout ça. Mais avant de vous parler de Redux, vraiment, ce sera le cœur du talk. En fait, je vais vous montrer un peu comment je suis arrivé à avoir ce besoin en fait, de Redux. Donc tout a commencé en fait avec la migration UIKit vers SwiftUI. Donc d'abord j'ai fait une petite formation avec Greg et Johnson Dale. Donc vraiment. Donc SwiftUI, on s'est dit en vrai, ça a l'air mature, on va se lancer dedans. Nous c'est Cheers, notre application elle est divisée en plusieurs modules, donc c'est vraiment des Xcode projets différents. Donc on a chaque module suit à peu près la même architecture. Donc c'est du UIKit avec du MVVM-C donc pour tout ce qui est coordinateur pour la navigation. On s'est dit ok, on va prendre le module le plus jeune, on va le mettre en SwiftUI. On va y aller. Le C il a disparu. Pourquoi? Parce que la navigation vraiment elle est gérée avec SwiftUI. Petit conseil, il ne faut vraiment pas essayer de tordre SwiftUI. SwiftUI c'est quelque chose de très magique, mais très rigide aussi. Il ne faut pas essayer de le tordre parce que sinon la magie elle disparaît. Navigation, SwiftUI, on y va, ok, on retire coordinateur. On a suivi des patterns assez basiques, on n'a pas révolutionné le monde. SwiftUI, MVVM, on a un petit view model qui est observable. Il publish une data, donc il va écouter par la vue. Il y a une fonction action. Côté vue, on écoute ce view model. La data, on l'utilise. L'action, on l'utilise. Ça casse pas trois pattes à un canard. La limitation avec ça, c'est que on s'est dit ok, on commence par une vue, on met un vue modèle. Ok, notre vue elle grossit, on divise, on fait des sous-vues. Finalement, on voit qu'en entrée de notre vue, il n'y a pas énormément de data, il n'y a pas énormément d'actions. On passe juste la data à une sous-vue, etc. Pas besoin de créer de vue modèle. Sauf que au fur et à mesure, ça commence à grossir. Typiquement, là je vous montre un exemple. On a une sous-vue qui a juste une data affichée et une action à faire. Ben, dans notre vue mère qu'on avait tout à l'heure, ben, si on a 3 fois cette sous-vue, là on voit qu'il y a pas mal de duplication, il y a de la data qui va se répéter dans notre vue modèle, il y a de l'action aussi qui va se répéter. C'est un exemple, hein. Personne n'a écrit le code comme ça, en tout cas je l'espère. Mais tout ça pour dire en fait que notre vue modèle, il va assez vite grossir. En fait on se retrouve dans le même cas un peu qu'on avait avec UIKit, avec le fameux MVC Massive View Controller. Ben là, ça se retrouve dans le view model. Pourquoi? Parce qu'en fait, la frontière elle est assez fine entre qu'est-ce qu'une sous-vue vraiment ou qu'est-ce qu'une vue qu'on va peut-être extraire, mais qui va quand même faire partie de notre vue. En fait, SwiftUI vraiment change la façon dont on pense nos vues et notre view model en fait est un peu affecté par rapport à ça. Du coup, on se dit ok, notre view model devient trop gros. La stratégie la plus basique, c'est de le diviser. Du coup, on va faire plusieurs view models. Donc forcément, notre view model, si à l'origine, on avait une seule source de vérité qui était dans notre view model, cette source de vérité va falloir l'extraire. Et du coup, différents view models écoutent cette source de vérité. Ici, on va l'appeler share. Et du coup, chacun des view models va communiquer avec sa vue en réactivité. Ici, ça pose pas mal de questions. Ce fameux shared, cette ressource partagée, comment elle est gérée? Qu'est-ce qui est partagé vraiment? De la donnée, des services? Est-ce que c'est thread safe? Pas mal de questions. Nos vues modèles, finalement, des sous-vues, qui est-ce qui va les créer? Comment on va les créer? Comment on va injecter en fait les services, les données à ces sous-vues modèles? Et finalement, en fait, on est en train de construire quelque chose qui est un peu parallèle à ce que SwiftUI propose. On a la communication entre les vues dans SwiftUI, c'est fait avec des bindings, de observable object, environnement. En fait, il y a déjà un mécanisme qui est assez puissant qui est mis en place par Apple. Et finalement, là, on est en train de mettre un truc parallèle avec du view model.
on se dit, ben, à quel moment utiliser le canal de communication entre le view et le view model versus view et view en fait. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, finalement, comme j'ai dit, les view modèles, est-ce qu'on en a toujours besoin pour nos vues? Comme je dis, les sous-vues, en fait, on a du mal à savoir si c'est vraiment une sous-vue propre à part qu'on va réutiliser ailleurs, ou est-ce que c'est juste une petite sous-vue où on a juste besoin de passer de la data à travers un init et ça fait le taf. En creusant, du coup, on est arrivé un peu sur Redux. Arrivé. Moi, j'étais déjà un petit peu guidé par une petite voix qui me parlait comme ça. Est-ce qu'il y en a déjà ici qui connaissent Redux, qui ont entendu au moins parler? Ok. Il y en a qui ne connaissent pas, c'est pas grave, tant mieux j'ai envie de dire, parce que du coup je ne vais pas me faire retourner derrière en mode c'est pas comme ça en web. Alors Redux, vite fait, c'est une architecture slash un framework en web. Moi personnellement, j'ai pas fait beaucoup de web, je ne pourrais pas trop en parler de comment c'est utilisé en web, mais forcément pour vous parler de ça, j'ai un peu regardé. Et moi, à partir du moment où il y a une architecture où on me dit on en a fait un framework, c'est que le truc il est assez solide, il est assez générique, on peut facilement le réutiliser. J'ai fait du MVP, j'ai fait du clean archi et tout. En vrai, ça part vite dans tous les sens. Redux, en fait, c'est assez isolé comme archi. Et c'est ça qui me plaît en fait, c'est que pour moi une architecture c'est surtout une glue. C'est un petit truc qui est assez petit et qui a un serveur de glue. Donc pour parler de cette glue en fait, tout va se jouer au niveau du store. C'est comme on appelle ça chez Redux. En fait un store c'est quelque chose qui va prendre une action en entrée. Et, alors pas tout de suite instantanément, mais plus tard, va nous donner un state dû à cette action. C'est hyper simpliste hein, de dire comme ça. En fait c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Voilà. Non, en fait, c'est quelque chose qui est assez réutilisable. Une fois que c'est codé, vraiment, pour vous dire tout ça, pour moi, c'est 100 000 lignes de code et encore avec pas mal de trucs génériques derrière pour essayer de faire un framework. Mais en vrai, je me suis dit au bout de 100 000 lignes de code, je me dis faut qu'on fasse un framework. Hein. Je mets ce fichier là sur Twitter et puis hop, c'est bon, c'est dans la communauté. En fait, le store, ça va se passer comment? J'explique vite fait quand même, on va essayer de comprendre. Il y a une action qui arrive, qui est dispatch. Elle va être mise dans une queue. Le store, il va prendre une action au fil de l'eau et va la transmettre à ce qu'on va appeler en fait les middleware. Donc les middleware vont faire du side effect. Donc appel les réseaux, logging, on verra tout ça. Un middleware il aura deux possibilités. Retransmettre une action ou la passer, ou même passer une autre action au prochain middleware. Il n'y a pas de règle vraiment. Le dernier middleware, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer l'action au réduceur, et le réduceur c'est le seul truc, vraiment le seul truc qui va permettre de modifier le state. Et nulle part autre dans l'application où on peut modifier le state, c'est que dans le réduceur. Une fois que ce state il est modifié, il va être publish. Explication très simpliste. Hein. Voilà. En fait, le store, c'est une machine qui marche, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est ce qui est public. Le store, en fait, il va être générique par rapport à un state. Alors là, je m'arrête un petit peu vite fait. Il y a énormément de choses qui se passent sur Redux en iOS. Je sens que ça commence à se chercher. Et il y a plein de solutions qui sont proposées. Parfois, le store il est paramétré avec un état et une action. Moi, j'ai fait volontairement le choix de le paramétrer qu'avec un state et que ça prend une whatever action pour facilement plugger d'autres outils qui ont des actions propres. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser, mais mon store, moi, il est paramétré avec un state et il est observable. Il permet du coup de publish un nouveau state et également de dispatch une action. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je l'ai annoté aussi Dynamic Member Lookup. Pourquoi? C'est que mon store, finalement, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment d'interroger le state. Donc, pour pas que je fasse plus tard store.state.ladata de mon state, je peux là directement faire store.ladata de mon state. C'est juste pour me simplifier la vie. Pour initialiser mon store, déjà moi ce que j'aime faire, c'est un petit alias du store, juste pour simplifier l'écriture. Et pour l'initialiser, en fait, je passe le state de mon application et le réduceur, du coup, qui permet de modifier mon state de mon application. On verra ces deux choses, mais je vais d'abord commencer par parler du state,
parce que c'est le cœur des soucis, en fait, j'ai envie de dire, avec SwiftUI. C'est vraiment la source de vérité, et cette source de vérité, en fait, elle se joue à partir du state. Le state, ici, on a un state qui aura du coup une liste de livres et des livres favoris. Alors là, par exemple, j'ai juste deux propriétés, mais ces deux propriétés, elles sont extrêmement bien réfléchies. Pourquoi? Parce que déjà, ma collection de books, ici c'est un dictionnaire, qui peut être interrogé déjà en O de 1 grâce à l'ID des books. Mais vous verrez aussi que ma structure book n'existe qu'une seule fois. Elle est en value de ma liste de books et qu'elle ne va pas réapparaître dans mes books favoris, par exemple. Pourquoi? Parce que en fait, à partir du moment où dans mes favoris je vais mettre une structure book, là j'aurai déjà une duplication de data. Parce que j'aurai mon book, je sais pas, mon livre Harry Potter dans ma liste de livres, et en plus Harry Potter dans ma liste de favoris. Ça diverge déjà. Donc déjà le plus, c'est de jouer avec des ID, des références, pour toujours faire référence à l'objet qu'on a, mais présent à un seul endroit. Donc ça c'est pour la source de vérité. Et ensuite, il y a beaucoup d'histoires de composition. Il ne faut pas hésiter aussi à décomposer notre state. Donc ici j'ai l'application de mon state, j'ai le state de mon application, que je peux ensuite diviser en sous-state, book state, user state, whatever. Et c'est à peu près tout pour le state. Les actions, ça va être aussi similaire. Vous verrez deux écoles. Il y en a qui proposent des actions sous forme de struct et d'autres sous forme d'enum. Moi j'ai plutôt pris le parti des structs. Je vous expliquerai un peu pourquoi après. Le protocole action, c'est un protocole que moi j'ai mis en commun. C'est un protocole juste pour découper mes actions. Donc là j'ai deux actions. Et encore une fois, la bonne pratique pour ça, c'est aussi d'essayer de faire du regroupement d'actions. Là par exemple, de mettre toutes les actions liées à mes livres dans un book action et du coup de déclarer mes autres actions comme étant des book actions. Alors l'utilité en fait, elle sera répercutée dans les reducers. Les reducers, c'est ce dont je vais parler tout de suite. Les reducers en fait, c'est une fonction qui prend en entrée un state qu'on va pouvoir modifier et une action. Et à partir de ça en fait, je vais pouvoir savoir quelle action je prends en entrée. À partir de cette action, je vais modifier mon state. Là, on voit quelque chose assez simple, mais prendre une solution typiquement comme ça, où on a un gros switch case directement dans notre réduceur, fait que ce réduceur va grossir. Là, j'ai que des actions, mais dans une application correcte, on va dire, il y a énormément d'actions. Donc encore une fois, l'idée est de toujours décomposer. Si vous avez regardé pas mal de vidéos SwiftUI, en fait ça résonne un peu, même dans SwiftUI quand il présente, c'est magique et tout, mais il faut toujours décomposer. Et avec Redux, c'est toujours la même chose. Donc là, par exemple, j'ai mon application Reducer, et en fonction de l'action que je vais utiliser, donc book action par exemple, je veux le passer au Reducer book. Et en plus, cadeau, j'ai aussi un sous-state, du coup je passe juste le sous-state qui correspond à tout ce qui touche au livre. Voilà. Mais pas de règle. Là vraiment c'est comme vous voulez et tout. Il y a juste vraiment le type reducer qui est défini. Et ensuite c'est les goûts et les couleurs. Tout le monde choisit comment faire. Mais ce qui va nous intéresser finalement, c'est comment ça marche tout ça avec la vue, avec SwiftUI. On a toujours un petit view modèle. Notre vue SwiftUI, finalement, c'est quelque chose qui est assez... Là, ça parle, je pense, à tout le monde. On a un view modèle, et on a de la data qu'on va utiliser dans le body de notre vue. Ici, vous ne pourrez pas dire qu'en fait, qu'on est en Redux, qu'on est en MVP ou whatever. Et derrière, là, c'est là que ça va commencer à changer. On va pouvoir définir finalement des structures qui seront propres à notre vue. Là, le book qu'on utilise, alors il n'a rien à voir avec le book qu'on voyait tout à l'heure dans le state, mais c'est vraiment propre à notre vue. Donc c'est déjà, on a un modèle qui est vraiment isolé à notre vue SwiftUI. Et en plus, là, le view model, moi personnellement, voir un view model qui est juste un type alias, je trouve ça assez puissant. Donc en fait, notre view model, c'est juste un type alias, no store. Parce que le store, qu'est-ce que c'est? C'est juste quelque chose qui prend une action et qui nous donne un state.
Et SwiftUI, bah, c'est tout simplement ça. Ça écoute juste du state. Alors là, notre store, finalement, notre ViewModel, c'est un store de ViewState. Et comme c'est un store, en fait, on a directement envie d'écrire ceci, par exemple, pour instancier une nouvelle vue, donc booklist view, où on lui passe notre store de l'application. Alors, bien évidemment, ça ne va pas marcher. Notre store, on a vu tout à l'heure, notre application store, il est affecté à une application state, sauf que notre view, c'est sur un view state. Donc, à la compilation, ça ne marche pas. Tant bien même que c'était le même state, finalement, ça ne marchera pas non plus, parce que dans l'implémentation que j'ai fait du store, c'est que le state n'est pas émis sur le main thread. Il peut y avoir pas mal de calculs qui est fait, pas mal de parcours de liste dans le state. Le state finalement va être quelque chose qui peut être gros et donc être coûteux à requêter, à manipuler. Donc j'ai préféré l'isoler et ne pas le mettre dans le main thread. Vous verrez pas mal d'exemples où ils mettent directement le store dans le main thread. Moi ça n'a pas été mon parti pris. Parce qu'en fait il y a d'autres solutions qui existent qui sont finalement la dérivation, on va dire, on va dériver notre store. Notre store va être le même, sauf que il va pas être pareil. En fait, dans le store, il y a une queue qui est privée et qui va être différente du main thread, j'ai dit, et qui va permettre en fait d'instancier un nouveau state et de l'injecter dans le state du store. Et ça, en fait, ça a comme effet que quand on est observable object et qu'on a un publish, SwiftUI, si on écrit le state, si on écrit dans un publish en dehors du main thread, ça va péter. Et ça, c'est pas les choses qu'on voit en fait à la compilation. Du coup, pour dériver un state, on a une méthode. Alors, je ne précise pas le code, mais si vous êtes intéressé, je pourrais mettre le fichier en ligne. Mais on a une fonction qui va permettre de dériver notre store. Et en fait, on va lui transmettre une nouvelle queue sur laquelle émettre ce state. Mais en plus, on va lui permettre de changer ce state. On aura une fonction de conversion. Ici, nous, on pourra convertir notre application state en view state. À l'utilisation, du coup, on pourra instancier notre view avec un ViewModel, du coup, qui prendra en entrée un application store, mais dérivé. Donc, sur le main thread et avec une fonction de conversion de state. Qu'on va convertir finalement en application store pour une vue, ça va être assez similaire, ça va toujours être sur le main thread. Donc du coup on peut simplifier, il y a une autre fonction qui est connect, donc qui va forcément convertir mais sur le main thread. Et encore une fois, on va créer un booklist view, on ne va pas peut-être tout le temps réinventer cette fonction de conversion de state. On peut directement extraire ça dans une extension de notre ViewModel pour dire que ok, notre ViewModel il peut être connecté à une application store et avec cette fonction connected, on crée le ViewModel. Du coup, ce qui fait que quand on veut instancier notre booklist view, on dit tout simplement on a un ViewModel connecté et that's it. Du coup, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour faire les branchements, toutes les conversions et finalement, on retrouve un peu le diagramme qu'on avait tout à l'heure. On a un ViewModel pour chaque vue et un store, du coup quelque chose qui est partagé. Et ce store, en fait, il est codé une seule fois, ça peut être une lib, et c'est bon. En fait, là, j'en ai pas parlé dans les slides, mais on a pu voir finalement que instancier un ViewModel, c'est assez simple. Donc, on peut facilement rajouter à une vue le fait d'avoir ou non un ViewModel. Ça ne va pas nous changer la vie. Le ViewModel, en fait, on a vu, pour le créer, c'est extrêmement simple. Donc, si on décide à un moment de faire une view juste avec un init, avec plein de properties, et de transformer avec un ViewModel, c'est sans douleur. Mais là, pour l'instant, je vous ai toujours parlé que de l'écoute. Donc, on va toujours écouter le ViewModel, le state. On n'a pas encore parlé de finalement comment on va transmettre une action à ce ViewModel. Donc ici, c'est la même vue qu'on avait tout à l'heure, sauf que j'ai rajouté un petit bouton où l'action finalement, ça va être juste tap on book. Donc le ViewModel, lui, il va intercepter cette action. Et en fonction de si le livre est favori ou pas, on va dispatch, donc ça c'est la méthode du store, on va dispatch l'action du coup, soit de la rajouter aux favoris, soit de le supprimer des favoris. Rappelez-vous, le dispatch, ensuite il est intercepté par le précurseur qui va modifier le state en fonction. Je passe un peu vite parce que ça c'est bon.
Là, dans ce réduceur, on a un state book, un set book, qui va nous permettre du coup d'enregistrer dans notre state la liste des livres. Et finalement, ces livres, d'où ils viennent, comment on a pu les récupérer. En fait, typiquement, c'est qu'il y a une action fetchbook qui a dû être fait quelque part dans notre vue. Donc finalement, dans notre vue modèle, ça va se transformer avec un dispatch fetchbook. Mais naturellement, ces books qui ne vont pas être hardcodés dans notre code, ça va être du side effect, donc soit de la récupération de database ou de l'appel réseau. Donc là, en fait, ça c'est quelque chose que nos réduceurs ne peuvent pas faire. Notre réduceur, il modifie notre state, il ne fait pas autre chose. Et c'est là qu'interviennent finalement, je vous ai dit, les middleware qui font du side effect. Un middleware, donc, on peut directement l'injecter dans le store, à l'init. Donc ici, je vais vous parler de deux middleware pour l'exemple. L'API middleware qui est très spécifique finalement à mon exemple. Mais par contre, il y a un autre middleware, alors j'ai beaucoup de mal à le dire, Thunk middleware. Moi, l'anglais, ça fait deux. Désolé, pas de question en anglais. non, mais Thunk middleware, finalement, qui est un middleware qui est assez générique, qui peut être utilisé et qui est très fortement inspiré de ce qui est fait dans le monde de Redux. Un middleware, c'est un type alias. Hein. Redux, c'est beaucoup de fonctions. En vrai, c'est un gros bousin là pour vous dire. Mais à l'écrit, c'est un peu plus simple à comprendre, donc je préfère. Donc j'ai mon API middleware, j'ai une static fonction make du coup, pour le créer. Et un middleware, en fait, c'est une grosse fonction. On va dire qu'en fait, c'est une seule fonction qui a 3 paramètres. Il y a le dispatch du coup, qui permet de renvoyer une action dans notre store. Le state qui permet de du coup, récupérer potentiellement le state du store. Il est optionnel, hein. Je ne veux pas de oui ou de no dans mon code. Le next, du coup, de passer l'action à un prochain middleware. Et du coup, l'action que reçoit mon middleware. Ici, mon middleware, s'il reçoit un fetch action, un fetch book, on va faire un appel réseau. Donc, on va appeler l'URL session. Et ensuite, une fois qu'on arrive à parser ça, on dispatch du coup notre fameuse action setBook. Alors oui, sur cette diapo, il manque le resume du URL session, my bad. Ça va se répercuter sur toutes les autres sides, mais voilà, vous avez compris le principe. Ce middleware, finalement, il est extrêmement intelligent parce qu'en fait, il exécute beaucoup de logique. Là, on n'exécute qu'une seule action, mais bien entendu, l'idée est derrière rajouter la gestion de plusieurs actions. J'ai essayé de découper ce truc-là dans plusieurs façons possibles. Finalement, le middleware pensé comme ça reste assez gros. Et il y a une autre solution, finalement, qui est de retirer toute cette logique dans un middleware et de l'attribuer à une action. Donc le Thunk middleware, finalement, ne va prendre que des Thunk actions. Et ces actions, en fait, elles peuvent être exécutées juste avec le dispatch, qui est la capacité à dispatcher une nouvelle action, et le state du store. Et dans tous les cas, ce middleware, il va retransmettre au prochain middleware l'action. Donc un Thunk action, c'est tout simplement une action, mais qui a un bloc d'exécution à l'intérieur de soi. Alors là, j'utilise la fonctionnalité call as function de Swift pour, en fait, une structure. Une fois instanciée, on peut l'appeler encore et elle s'exécute avec la méthode call as function. Finalement, ce Thunk function, c'est assez bien finalement pour créer plein d'actions qui enracinent, on va dire, leur logique. Mais créer ces actions-là, par contre, sont beaucoup plus complexes que créer le fetch action qu'on avait vu précédemment. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement générique et il faut créer du coup cette logique. Il faut instancier cette logique. Et en plus, ici, je me retrouve avec un désavantage que j'avais par rapport à tout à l'heure, c'est que l'URL session, je ne peux pas l'injecter. Là, ici, j'utilise directement le share, mais pour l'injecter, ça va être un peu plus compliqué. Et en termes de testabilité, du coup, ça change la donne. Du coup, on va utiliser des actions créateurs qui vont nous permettre de créer des actions. Alors, moi, j'aime bien mettre les factories, on va dire, dans une sorte d'énum qui ne sert strictement à rien. C'est à peu près similaire, par exemple, pour combine les publishers ou les publishers.
pour factoriser tout ça. Quand j'ai une action, en fait, je vais directement mettre une factory, une fonction qui s'appelle de façon similaire. Pour mon action remove from favorite, je vais rajouter une extension dans action, une fonction du coup remove favorite qui va me permettre de créer cette action. Et quand je vais dispatch cette action, j'appelle directement ma factory. Ici, le gain, il n'est pas vraiment visible, hein, parce que autant instancier une action pareille, c'est assez simple. Par contre, pour une func action, ça va se ressentir. Ici, tout le code, toute la logique va être isolée dans cette factory. Et à l'utilisation, en fait, là, ça change la donne par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, en fait, ici, on ne sait pas vraiment à quel type d'action on a. On peut facilement l'instancier. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous avoue qu'en fait, ce sujet-là est tellement vaste. Je pense que cette présentation-là va se découper en deux parties. Hein. Il y a la première partie là et la deuxième partie à l'apéro, si vous voulez. Voilà. Après, je n'ai pas inventé la roue. Il y a énormément de références sur lesquelles je me suis basé. Sufrex, c'est une librairie open source qui propose un peu ça. Il y a Redux, RSUS, c'est par là que j'ai commencé à apprendre un peu tout ce qui est Redux dans le monde de iOS. On en a beaucoup parlé, je pense qu'ils ont un bon marketing, hein. Suf composé à l'architecture aussi. Mais mon point d'entrée a été quand même le blog de Majid, alors je ne savais pas prononcer son nom, mais je vous ai mis le lien en dessous. Et je trouve que c'est un très bon article pour lequel commencer. Et en fait, en regardant tout ça, moi je me suis dit, il y a beaucoup de livres qui existent, beaucoup de trucs qui sortent. Et en fait, je vous ai dit vraiment, je pense que la première crainte quand on veut se lancer dans une architecture comme ça, c'est qu'on n'a pas envie de baser notre architecture sur une librairie, surtout externe. En vrai, ça tient en 20 lignes de code, copier, coller un fichier et ça fait partie de votre base de code et vous la maîtrisez 100%. Je trouve que c'est un peu plus safe quand on veut se lancer dans une architecture, surtout que c'est la pièce maîtresse de notre app. Donc voilà, c'est mes références et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est quoi le cycle de vie d'un store? Il est attaché à une scène, il est attaché au view model? À l'application. Ah, et du coup, ça veut dire que tout, parce qu'il a tout est attaché, il a les states, etc. Ça veut dire que du coup, en mémoire, en permanence, il porte tout ça. Ouais. Alors, il y a plusieurs solutions qui existent. Déjà pour le state dont tu parles, il y a moyen de bien penser son state pour justement allouer une partie de state que quand on en a besoin, le désallouer quand on n'en aura plus besoin. Après, en vrai, déjà qu'on tourne sur du SwiftUI, c'est magique, il ne faut pas se leurrer, derrière il y a énormément de calculs qui est fait et les machines qu'on a maintenant en vrai pour supporter ça. Et j'ai envie de dire le state c'est le truc le plus gros pour le store va maintenir, mais en vrai ça reste assez infime. Même tout ce qui est derrière les middleware et tout, quand on creuse avec la compilation, tout ce qui est fait, c'est peanuts quoi. Après forcément on ne va pas sauvegarder dessus l'entièreté des images, 8 images de notre app, ou des trucs MP4, etc. quoi. Mais ça, c'est vrai, ça porte l'ensemble des dépendances dont il a besoin dans ces. J'ai oublié le nom que tu as utilisé. C'est le dispatcher, qu'est-ce qui fait l'action? le réduceur. Le réduceur, du coup, il porte tout ça dedans. Donc il a l'ensemble de ces dépendances qui sont. Le réduceur, c'est une fonction. Okay. En mémoire, une fonction, je sais pas, ça va prendre quoi, 8 bytes, je sais pas, c'est une adresse mémoire en fait. Donc, de toute façon, une application iOS, quand elle est chargée, il me semble que en RAM, je suis pas sûr, mais je crois que dès qu'elle se lance, l'OS lui attribue 2 gigas, je crois. Juste pour se lancer, s'il y a 2 gigas, après il y a des optimisations peut-être. Si au lancement ton app elle prend 2 gigas, c'est déjà costaud quoi. Mais pour moi, je suis d'accord, c'était une première crainte que j'avais, c'était ouais, ça prend tout entièrement SwiftUI. Parenthèse, SwiftUI si vous voulez vous lancer, iOS 14000, on a commencé en iOS 13.
on se mord les doigts sur quelques petits trucs, la navigation, des choses comme ça, mais bon, on assume. Mais c'est pas encore mis en prod pour la simple et bonne raison que un quart du chiffre d'affaires, ça se joue à Noël. On y arrive là, donc on va pas prendre le risque de le faire quand même. Mais clairement, dès qu'on a le freeze de l'app, moi c'est le premier truc que je fais, c'est que je change l'archi et je mets ça. Parce que déjà ce FUI, le boost en productivité, il est incomparable. On avait déjà commencé peut-être 1 mois, 2 mois de code en UIKit. On s'est dit ok, on va tout migrer, ça nous a pris une journée pour tout écrire en SwiftUI. Forcément la logique a été quand même créée, ça biaise un peu le calcul. Mais en fait, quand je regarde mes collègues côté web, quand ils font des nouvelles fonctionnalités, qui réutilisent des nouveaux codes, ils ont des nouveaux écrans à faire, mais qu'ils ont des fonctions déjà utilisées, écrites. En fait, c'est un peu moi ce qui me manque côté iOS, côté de notre archi qu'on a côté iOS, c'est la réutiliser le code déjà qu'on a écrit. Et en fait, quand on veut réutiliser des choses avec des archis comme CleanArchi ou MVVM parfois et tout, en fait, on se retrouve derrière à devoir penser à putain, comment je vais injecter tel truc et tout, un module modèle. En fait, on va tirer pas mal de choses, alors que là, en fait, le store il est construit, on a juste à envoyer l'action. Et tu changerais ton archi comme ça toute la fin? Non, alors ouais. Bonne question. Alors il est conseillé qu'on veut du Redux. De toute façon le Redux c'est le store en tout cas. Il faut que ce soit un peu unitaire. Il va manipuler. Il n'y a qu'un seul store qui va manipuler qu'un seul state. Aujourd'hui on ne va pas prendre le risque, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même jeune. Nous en tout cas, moi je suis quand même jeune sur cette techno. Je ne vais pas prendre le risque de changer toute une archive ou toute une app en Redux. Je ne suis pas assez fou. En revanche, là on est, comme j'ai dit, sur un nouveau module, quelque chose qui est assez isolé. Et en fait je me dis potentiellement qu'on peut avoir une architecture avec divers modules qui chacun ont divers stores. Donc, pour info, moi je gère en fait le module qui correspond au panier d'achat, tout le tunnel d'achat. Et finalement, c'est un module qui est vraiment isolé du reste. On ne partage même pas des modèles similaires, mais quand bien même qu'on partagerait des modèles similaires, en fait, mon module, il va se lancer et il va se finir. Et c'est ça qui me permet de dire que celui-là, il peut être sur son store sans problème. D'autant plus qu'après, c'est un module aussi hyper connecté. C'est que, comme c'est le tunnel d'achat, en fait, dès que la personne va faire quelque chose, forcément, il faut des requêtes, il faut qu'on ait le retour et tout. On n'aura pas trop de logique dans le code à faire. Donc, ça va être assez simple et à voir après si ça va s'appliquer au reste de l'application. Sachant que le reste de notre application, elle est assez complexe parce qu'il y a du templating et tout, que beaucoup de finalement d'UI est géré, enfin, on va dire, drivé par le back. Donc là, le gérer dans du Redux, ça apporte une autre problématique. Mon module. Et après, je verrai si on peut le généraliser. Mais on va dire que l'architecture globale de notre app, finalement, c'est on va dire plus du coordinateur en fait. On peut le lancer ou pas un module rapidement. Des questions encore? Ok. Merci encore. Cool.